Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suite de cette évocation des éléments relatifs à la catégorie du récit, d'un point de vue général et générique. Si vous le permettez, j'aimerais aborder avec vous, pendant quelques instants, sous la forme d'une statuaire, les différentes composantes et les différentes figures de linguistes et de producteurs dans d'autres domaines référents relatifs à cette matière. Pour ce faire, nous sommes obligés de convoquer d'abord Ferdinand de Saussure, 1860-1913, citoyen helvétique, à qui nous devons, à travers des travaux linguistiques, la production d'une linguistique spécialisée sous la forme d'une grammaire comparée. Ferdinand de Saussure est vraiment le fondateur d'une linguistique moderne, à la différence de la linguistique qui prévalait jusqu'alors, qui était une linguistique de type historique. En 1916, après la mort de ce dernier, ses étudiants vont publier le compte-rendu de ses cours sous le titre de Cours de linguistique générale. On doit à Ferdinand de Saussure le fait d'avoir développé des notions telles que celles de langue, de parole, de système, de synchronie et de diachronie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc pour lui, le récit, c'est un système de symboles, à travers les personnages par exemple. Ce système de symboles, eh bien, ils sont décomposés eux-mêmes en traits, des éléments signifiants. Les traits qui peuvent être le nom du personnage, le caractère, la fonction, etc. On doit aussi à Ferdinand de Saussure ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui était le rapport entre signifié et signifiant, l'arbitraire du signe. J'appelle cet objet, qui est une espèce de plateau avec des pieds, table. Mais il n'y a aucun rapport entre le mot table et l'objet que je désigne par table. J'aurais pu l'appeler chien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. Aucun lien de cause à effet, sauf dans certains cas particuliers. À Hjelmself, un Danois, 1899-1965, à part lui attribuer la mise en place d'une glossématique, la glossématique vient du latin glosso qui signifie langue, la glossématique c'est une étude sur l'évolution, la description formelle d'une ou de plusieurs langues. Hjelmself a fondé une glossématique. Il était structural. Hjelmself n'est pas intéressant pour nous par rapport à cette glossématique, mais il est intéressant parce que d'autres chercheurs font référence à sa méthode, à son point de vue, pour développer des analyses du récit qui nous sont plus contemporains, plus familiers et plus proches, et sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Boris Tomaszewski, qui avait partie du cercle de Prague, Boris Tomaszewski, citoyen russe, et vous verrez que beaucoup de linguistes appartiennent à cette sphère géographique, des pays de l'Est, bulgares, roumains, etc. Boris Tomaszewski, 1890-1957, c'est un formaliste russe. Il a été théoricien et aussi critique et analyste. On lui doit d'avoir inventé une science qui s'appelle la textologie, qui est la science du texte. La textologie veut étudier le texte dans sa dimension de construction. Il a écrit en 1925 la théorie de la littérature, dans laquelle il développe les notions de fable, sujet, récit thématique, chromatique, motif associé, motif libre, etc. En réalité, toutes ces théories ont très mal survécu, ont très mal franchi le siècle. Elles sont de moins en moins prégnantes et usitées, mais c'était quand même la fondation d'éléments particuliers dans l'analyse du récit. Par contre, on pourrait dire que, on pourrait peut-être s'inscrire en faux par rapport à Boris Tomaszewski, dans la mesure où, lui, il pense que le personnage est marginal. Il ne s'intéresse pas au personnage. Le personnage est mineur pour lui. Pour lui, le personnage, c'est un simple support. Un support qui permet d'enchaîner les fameux motifs associés et libres dont je vous ai parlé. Roman Jakobson, 1896-1982, l'un des linguistes les plus influents du XXe siècle. Fondateur et membre de l'école de Moscou,
et du Cercle de Prague. À lui, on doit le développement de l'analyse structurelle du langage, de la poésie et des arts. Dans ses essais de linguistique générale, il dit que l'emploi de la métonymie est caractéristique dans la description réaliste. Et il va étudier, au fond, cette bipolarisation entre la métonymie et la métaphore dans les récits réalistes et dans les récits poétiques. Vladimir Prop, encore un russe, 1895-1970. En 1928, on lui doit Morphologie du conte. Il va utiliser des contes russes classiques de la tradition littéraire populaire en disant que les personnages ne doivent plus être perçus selon la tradition d'une évaluation psychologisante, le bon, le naïf, le vaillant, etc., mais comme des acteurs qui entretiennent les uns par rapport aux autres, les uns contre les autres, des rapports dynamiques et qui se meuvent, qui sont mus par des fonctions invariantes, des éléments qui ne changent pas. Je donne un exemple. Les personnages de contes pour Prop contiennent le héros qui fait son travail héroïque, les auxiliaires qui aident ce héros à parvenir à ses fins, les opposants qui le stoppent, ils sont là pour le stopper, les adjuvants qui sont là pour l'aider, les opposants la sorcière, les adjuvants les gentils fées. Et tous ces personnages évoluent dans des fonctions invariantes qui sont la lutte, la transgression, les méfaits, la gradation, la dégradation, la récompense, la punition, etc. Donc on doit à Vladimir Prop, et après Brémond, Grémas et d'autres, cette espèce de schéma narratif actentiel du conte russe qui va servir à analyser d'autres récits. Par exemple, le roman de James Bond, vu par un Italien qui avait écrit Le nom de la rose et qui avait analysé les éléments prégnants d'un point de vue, comment dirais-je, herméneutique, parce que c'est aussi un herméneute, selon une combinatoire. Grémas, 1917-1992, linguiste, sémioticien. Il a fondé la sémantique structurale qui est inspirée, et là je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, de Hjelmself, inspirée aussi de Ferdinand de Saussure. En 1966, Grémas écrit un traité, une analyse, un essai, intitulé « Sémantique structurale ». Dans la sémantique structurale, c'est une réflexion sur les modèles actentiels hérités de Vladimir Prop. Il parle de sujet, d'objet, d'adjuvant, d'opposant, de destinateur, de destinataire, de carré sémiotique. Le carré sémiotique qui est très employé par les spécialistes de l'analyse du discours. L'analyse du discours politique, l'analyse du discours publicitaire, etc. Claude Brémond, qui vient de nous quitter en janvier 2021 et qui était né en 1929 à Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne. C'est un sémiologue. Il a repris les modèles de Vladimir Prop et les a transformés. Il les a assouplis. Il a écrit un essai, un article, une recherche, qu'il a appelé « La logique des possibles narratifs » et qu'on peut retrouver dans la revue Communication numéro 8. Pour lui, le récit, c'est une combinatoire. Et il introduit la notion de rôle narratif. Les personnages sont mus par des rôles narratifs. Gérard Genette, 1930-2018, critique littéraire, théoricien de la littérature. Il a fondé, et c'est très important pour nous, la narratologie, a publié figure 1, figure 2, 3, nouveau discours du récit. Todorov publie les catégories du discours littéraire
en même temps qu'il va émettre un certain nombre de référents liés au texte littéraire. Il utilise un texte bien connu de nos étudiants, intitulé Les liaisons dangereuses, roman épistolaire de Choderlos de Laclos. Todorov va, en tant que critique littéraire, sémiologue et essayiste, 1939-2017, faire une grammaire du récit, telle qu'il l'avait écrite dans un article en 1966. Todorov, dans les catégories du récit littéraire, va analyser le récit comme histoire, avec la logique des acteurs, les personnages et les rapports qu'ils entretiennent les uns par rapport aux autres. Il voit le récit comme discours, à travers le temps, les aspects, les modes du récit, et il émet une espèce de relation entre ce qu'il appelle l'infraction et l'ordre, c'est-à-dire la rupture d'une conventionnalité, d'un contrat, et le retour à une espèce de logique formelle à l'ordre. Je vous renvoie à cet article éminemment intéressant et disponible en consultation libre sur le net. Alors, nous ne parlerons pas d'autres producteurs qu'ont été, par exemple, Shklovsky, Vygotsky, Benveniste. Non pas qu'ils aient moins d'attrait ou d'intérêt, mais ils n'entretiennent pas un rapport vraiment direct avec l'objet qui est le nôtre ici et maintenant. Mais qu'il est loisible et possible de consulter pour tout un chacun à travers les documents et les référents appropriés. En gros, par exemple, Shklovsky, théoricien de la littérature, il est fondateur du groupe des formalistes et il a développé un concept dont on ne parle plus hier qui s'appelle la défamiliarisation. Shklovsky, 1893-1984, russe. Gottlob Frege, 1895-1925, lui c'est un logicien, philosophe allemand, et qui a inventé ce qu'il appelle l'idéographie. Vygotsky, plus centré sur la pédagogie, l'enfant, le groupe et l'individu, mais qui s'est beaucoup plus intéressé à l'étude des langues, et surtout hébraïque. 1896-1957. En conclusion de ce panel de chercheurs, il faudrait peut-être tout à l'heure apporter un bémol à cette spécialisation, à cette spécificité vraiment trop techniciste chez certains. J'en reparlerai dans quelques minutes, si vous voulez bien. Alors, passons, si vous le voulez bien, à la dimension historique de l'évolution de la catégorie du récit, depuis l'Antiquité jusqu'à la modernité. Il est évident pour chacun d'entre vous que la catégorie du récit et la narratologie ne sont pas nés de génération spontanée. Il n'y a pas une autogénèse. Ils ne sont pas apparus ex nihilo, sortis du néant. Mais que la catégorie du récit et la narratologie s'inscrivent et se situent en droite ligne d'un processus historique. Processus lent, mais continu. Un processus qui est tributaire d'une chronologie événementielle et d'un espace socioculturel particulier et déterminé. Il y a eu une constante évolution d'une posture critique, mais cette évolution, elle a été jalonnée d'étapes particulières. À l'origine, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait d'abord l'Antiquité latine. Cette Antiquité latine était au fondement d'une interrogation sur la littérature et de ses fonctions. On la doit à Aristote. Aristote, disciple de Platon, qui lui-même était disciple de Socrate. Aristote a couvert par son œuvre tout le savoir de son époque, la métaphysique, l'éthique, la politique, etc. Aristote a établi une méthode d'observation et de classification rigoureuse qui a marqué la culture occidentale. Et c'est grâce aux philosophes arabes que sont Ibn Rushd, Ibn Sina, et ensuite à saint Thomas d'Aquin, un Italien du XIIIe siècle, qu'on a pu accéder à cette somme de connaissances
comme lien de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc, on peut parler dans le Moyen-Âge d'un aristotélicisme, qui est le fondement de la pensée d'Aristote. Aristote a fondé une science de la littérature avec deux livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, la rhétorique et la poétique. Dans la rhétorique artistique, verbale, littéraire, la rhétorique qui est l'éloquence, qui produit des valeurs, c'est l'art de penser, de bien penser, de dire, de bien dire, et qui utilise des modes opératoires de pensée et d'action, l'inventio, la disputatio, l'élocution, etc. Dans la poétique, c'est plutôt la réflexion sur la création artistique. C'est une théorie des genres. Et c'est un espace livresque dans lequel Aristote traite de l'épopée et de la tragédie comme élément catharsique et comme élément de purgation. Pour lui, réunir des gens et leur proposer une tragédie, c'est une manière, comme une espèce de psychanalyse collective, de mettre à plat des éléments problématiques de la société et de faire que tout un chacun se sente mieux après avoir assisté au spectacle en question. Donc, pour l'époque, l'art, il est mimétique. L'art est l'imitation du réel et du rationnel. Et il y a à la fois du mimésis et du diégésis. Aristote établit une différence entre la monstration et la récitation, la narration. Montrer, imiter, raconter, réciter. Et là, il avait établi un distinguo sur la fonction et le fonctionnement du théâtre, de la tragédie, etc. Le Moyen-Âge, 476, la chute de l'Empire romain, 1492, prise de Constantinople, ou pour d'autres, la découverte de l'Amérique. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Moyen-Âge a été sensible à Platon. Il était platonicien, grâce aux commentaires d'Ibn Rushd. Pourquoi ? Parce que Platon avait développé ce qu'il appelle la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits, à travers une technique particulière que connaissent bien les formateurs et les didacticiens, qui était le questionnement, mais aussi à travers la dialectique qui sera reprise après chez Hegel, à travers ce que nos étudiants connaissent bien, qui est le plan ternaire, thèse, antithèse, synthèse, l'évolution dialectique de la pensée marxiste ou autre. Donc à travers la maïeutique, la dialectique, mais aussi la théoria qui est un élément relatif à ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie, un ensemble regroupant les différentes sciences. Mais à travers aussi la scolastique, la tentative de conciliation de la philosophie antique avec les textes chrétiens, dogmatiques, c'est-à-dire la Bible, en gros, par rapport à des conceptions non chrétiennes, non croyantes, relevant de catégories philosophiques particulières. Mais tout ceci a entraîné une dérive vers un excès de sophisme, et l'apparition de sophistes, c'est-à-dire de gens qui, sous l'apparence de raisonnement logique, mettaient en place des pensées et des positionnements fallacieux. Au IXe, il y avait une opposition entre la culture savante et la culture populaire, romane, un élément linguistique particulier. Et donc, ça a donné naissance à ce qu'on appelait la Renaissance carolingienne. Si on passe à la Renaissance proprement dite, XVIe, et au classicisme, XVIIe, Aristote est encore influent. Il influe sur la pensée esthétique et critique. Par exemple, Boileau, le représentant de cette pensée, avec la fameuse querelle des anciens et des modernes, a écrit « L'art poétique ». Un autre critique qui s'appelait Malassis s'était édicté comme étant le policier des belles-lettres. C'est lui à la police, c'est-à-dire à la gestion du bien parler, du bien dire et du bien écrire. Donc pour tous ces partisans de l'Antiquité, du classicisme, pour tous ces anciens, il y avait une théorie des belles-lettres où la forme était plus importante que le fond. Les mots que la pensée. Pour eux, l'art était subordonné aux propos. Et ces propos ne servent qu'à mettre en relief la pensée. Donc, il fallait s'attacher à des règles, à des modèles,
à une codification. Le XVIIe siècle, XVIIe, règne de Louis XIV, évidemment, où il fallait se conformer dans la composition artistique, littéraire et autres. Par contre, au XVIIIe et au XIXe siècle, un tsunami va balayer tous ces positionnements avec l'arrivée et l'avènement du romantisme. Là, on s'éloigne des formes classiques, on s'oppose à la tradition littéraire et artistique. Pourquoi? Parce qu'il y a un culte du moi, celui du génie créateur, celui de l'individu par rapport à la collectivité. Et la critique devient une critique subjectivisante. La critique devient psychologique, devient biographique. On s'éloigne des canons esthétiques habituels. Cette critique a une dimension historique, avec Sainte-Beuve, Ernest Renan, Michelet. Critique contre laquelle, par exemple, Proust viendra s'inscrire en faux quand il écrira contre Sainte-Beuve. Donc, pour tous ces gens, il y a un lien entre la vie de l'auteur et l'œuvre qu'il produit. Ernest Renan a dit « Il n'est de véritable admiration qu'historique. Je ne peux admirer une œuvre d'art qu'en connaissant bien et pertinemment le contexte historique dans lequel elle est apparue et biographique. » Les temps modernes. Dans les temps modernes, eh bien, développement de la linguistique de Ferdinand de Saussure, diffusion des recherches formalistes russes, des théoriciens, les linguistes et littéraires s'intéressent à la création. Ils veulent voir émerger une science de la langue et du discours littéraire. Et ça, à travers les formalistes russes et le cercle de Moscou en 1915, puis le cercle de Prague en 1926. On s'oppose ici à une littérature traditionnelle et traditionnaliste. L'objectif de ces formalistes, c'est de fonder une théorie scientifique avec des procédés, des formes, des fonctionnements. Ces gens postulent l'existence d'une autonomie structurelle et fonctionnelle de l'œuvre. L'œuvre, elle tient toute seule. Elle est spécifique. Et ça renvoie à Vladimir Propp, à Roman Jakobson, à Boris Tomaszewski, etc. Et il faut bien dire que ce tournant qui est apparu, on le doit aussi à la philosophie scientiste du 19e, au fait qu'on s'intéresse qu'aux éléments signifiants, structurants, matériels, avec un certain degré de scientificité. La littérature devient réaliste. Zola, etc. Les conceptions deviennent un peu pratiques et pragmatiques. N'oublions pas que c'est aussi l'émergence du marxisme, la dialectique des moteurs de l'histoire, et de la psychanalyse. Donc, au fond, toutes ces complexités individuelles, collectives, etc., rendent le postulat de la stabilité de l'œuvre dans sa matérialité, dans son unicité, elles les rendent plus valables, plus pertinentes. Les contemporains, ils sont héritiers en droite ligne des formalistes russes. Ce sont les structuralistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Eux, ils vont développer les concepts de ces formalistes et ils vont les approfondir. Ils vont adapter et adopter les méthodes et les objectifs d'une science dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la sémiologie, la science des signes. Ils vont adopter la sémiologie aux théories littéraires. Et pour ça, eh bien, nous aurons par exemple quelqu'un comme Roland Barthes, qui en 1966 va fonder une narratologie structuraliste liée au texte, pour les textes et par les textes, dans les textes. Todorov, de son côté, va diffuser les thèses des formalistes russes dès 1960. Il va adopter une méthode d'analyse structurelle des romans qui va relier la théorie des signes, la sémiologie, plus l'herméneutique, les techniques d'interprétation. Pour lui, on parle du sens de l'œuvre, de l'interprétation du récit littéraire. De la même manière que pour Greimas, on va appliquer les méthodes d'analyse structurale aux problèmes sémantiques posés par le texte littéraire. Et à ce moment-là, Greimas, eh bien, il va produire une structure actentielle avec des rôles dont j'avais parlé tout à l'heure, qui étaient en droite ligne de Vladimir Propp, où on avait à la fois des actions et des
acteurs. Il y a des rôles et il y a une mobilité de ces derniers au sein d'un espace schématique narratif. Gérard Genette, en tant que poéticien, il a repris les catégories anciennes, existantes, il les a critiquées, nuancées, précisées, et il en a forgé de nouvelles, dans Figure 3 en 1972 et dans Les Nouveaux discours du récit en 1983. Il parle de temps, de mode, de voix et d'énonciation. J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être, attention, ne pas trop s'attacher à s'enfermer dans des grilles schématiques standardisées produites par des chercheurs donnés. Et qu'au fond, il faut compiler, adapter ces différentes approches aux besoins que l'on peut en avoir à un moment donné et à un lieu donné par rapport à des objectifs spécifiques qui auraient été déterminés au préalable. S'il était nécessaire, je voudrais juste vous montrer à quel point toutes ces recherches trouvent leur pendant dans les différents chapitres qui seront les nôtres dans cette matière que sont les catégories du récit. Par exemple, lorsqu'on étudie le récit, eh bien, on étudie la chronologie et la temporalité. On est obligé d'aller voir Claude Brémond dans la logique du récit. Lorsqu'on analyse la logique énonciative, on fait référence à Roland Barthes et à l'analyse structurale du récit. Lorsqu'on s'attache au temps et au récit, on doit voir ce philosophe qui est Paul Ricoeur. Si on prône l'existence de séquences chronologiques, alors Vladimir Propp et Grémas sont les mieux appropriés. Pour le personnage, un autre chapitre que nous aurons à développer, si le personnage est développé comme étant un agent, c'est Vladimir Propp. Les rapports entre personnages, c'est Tsvetan Todorov. Le personnage actant et les axes, c'est Grémas. Le personnage comme étant dépositaire de rôle, au pluriel, c'est Claude Brémond. Le personnage comme étant un simple participant, Roland Barthes. La sémiotique du personnage, Philippe Hamon. Le personnage vu comme un masque, Tomaszewski. Pour la description, fable, sujet, motif, Tomaszewski. La description d'un point de vue historique, d'un point de vue récit, en tant qu'élément descriptif ou narratif, c'est Gérard Genette. La description vis-à-vis de la narration, Roland Barthes. La description et la narration vues sous un angle linguistique, Roman Jakobson. Autre chapitre, les rapports subtils entre réalité et réalisme. Figure 2, Gérard Genette, dans la typologie des récits. S sur Z, Roland Barthes, lorsqu'il parle dans les différents codes de doxa, code protaérique, code herméneutique, code culturel. Et le temps. Pour le temps, on est obligé d'interroger, figure 3, la durée. Merci de votre attention.